Bonjour à tous, merci de vous joindre à nous pour cette diffusion en direct consacrée ce midi à l'intelligence artificielle, un domaine et une question qui suscite beaucoup de réflexion ces jours-ci. Donc on sait que c'est un domaine qui fait de Montréal une plaque tournante à travers le monde. On parle du développement qui touche la voiture autonome, des robots qui pourraient s'intégrer à des chaînes de montage, traiter des données, une quantité immense de données. Ça pourrait éventuellement toucher des secteurs comme la santé, le domaine judiciaire, militaire également. Mais tout ce débat-là sur le développement technologique, ça soulève aussi des questions sur l'éthique de ce développement technologique-là. Donc, aujourd'hui, pour en parler, je vous présente Jocelyn McClure, qui est professeur de philosophie à l'Université Laval et président de la Commission de l'éthique en sciences et en technologie. Bonjour, M. McClure. Bonjour. De mon côté, c'est Carl Rétino-Parazali, je suis journaliste ici au Devoir. Et au cours des 30 prochaines minutes environ, on vous convie donc à une discussion, réflexion sur ce sujet-là, parce qu'on devine que c'est un sujet qui pose beaucoup de questions. J'ai les miennes, mais évidemment, vous pouvez poser les vôtres. C'est le but de l'exercice. Donc, vous pouvez le faire au bas de la vidéo que vous regardez actuellement. Monsieur McClure, pour commencer, question assez générale. Est-ce que, à votre avis, on doit voir d'un œil positif le développement récent de l'intelligence artificielle? Oui, c'est une bonne question. Hein? Souvent, lorsqu'on se pose des questions sur la désirabilité d'innovation scientifique ou technologique, hein, on le fait un peu dans une situation de fait accompli. C'est-à-dire que la science avance tout le temps. Il y a une logique de la découverte scientifique et l'innovation technologique qui fait en sorte que on est confronté à des découvertes, des innovations, des nouveaux produits technologiques. Et rendu là, on se dit, ah ben oui, ça va avoir toutes sortes d'impacts sur notre vie individuelle ou sur notre vie collective. Et l'éthique vient souvent en deuxième, un peu en retard, mais c'est normal aussi. Puis même si on est dans cette logique que l'intelligence artificielle avance, progresse, il y a déjà des découvertes importantes qui ont été faites dans les 5-6 dernières années. Mais il faut y réfléchir maintenant à leur impact. C'est vrai que lorsqu'on réfléchit d'une façon éthique sur la technoscience, on a souvent tendance à penser aux différents problèmes, aux dangers, aux risques, mais il faut aussi penser aux bénéfices qui sont engendrés par ces nouvelles technologies. Puis des bénéfices, sur le plan des personnes, l'intelligence artificielle, il y en a des importants. Puis, donc, il faut mettre en équilibre les bénéfices potentiels et les préjudices potentiels. Sur le plan des bénéfices, on sait, vous avez mentionné par exemple l'exemple des voitures autonomes. Lorsque les voitures autonomes vont rouler sur nos routes, on sait qu'il va y avoir beaucoup moins d'accidents de la route qui sont dus à des erreurs humaines, soit la fatigue, soit l'intoxication, soit des erreurs, tout simplement de jugement lorsqu'on conduit. Ça, on peut être très, très, très confiant. En fait, c'est tout ce que les prévisions disent pour l'instant, qu'il va y avoir une réduction substantielle des accidents de la route. Donc ça, c'est un bénéfice majeur. D'autres bénéfices aussi, on sait qu'il y a des algorithmes maintenant qui réussissent à identifier de façon beaucoup plus précoce et efficace la présence de tumeurs cancéreuses, par exemple. Ils sont capables d'analyser des scanographies et de voir des tumeurs que même le radiologiste le plus expérimenté n'arrive pas à voir, ou des cancers de la peau aussi qui peuvent être diagnostiqués plus tôt. Donc ça, c'est des bénéfices qui pourraient être majeurs aussi parce qu'on peut intervenir beaucoup plus rapidement. Maintenant, en intelligence artificielle, on arrive à analyser vraiment des données massives sur le plan même de l'analyse des langues naturelles, en particulier à l'écrit. Sur le plan de la recherche juridique, par exemple, on pourrait donc faire avancer les dossiers plus rapidement. Puis, si c'est bien fait, si c'est bien orchestré, ça pourrait faciliter, au fond, l'accès à la justice. Donc, il y a plusieurs bénéfices de ce genre-là, sans parler des bénéfices dans notre vie de tous les jours. C'est-à-dire qu'on peut avoir de bonnes recommandations de téléséries ou de musique. Mais bon, ça, c'est plus superficiel. Mais l'intelligence artificielle change vraiment nos modes de vie de façon assez importante. Je pense qu'il faut prendre acte aussi des bénéfices réels qui pourraient être engendrés par ces nouvelles technologies. À l'inverse, il y a des gens qui craignent que des machines, éventuellement, prennent le contrôle de certains aspects de notre vie, parfois un contrôle total, partiel. Et c'est lié à une question que Henri, 8 ans, nous pose. Henri nous demande si un robot peut être méchant. Merci beaucoup, Henri, pour ta question. Ma fille de 7 ans et demi m'a posé aussi une question de ce genre-là dernièrement. Il y en a plusieurs qui craignent cette possibilité-là. C'est-à-dire que
les développements en intelligence artificielle sont très importants donc depuis 5-10 ans à peu près. Hein. Il y a eu une période de stagnation où, dans les années 50-60, on disait, bon, l'intelligence artificielle, on va pouvoir aller très loin. Il y a une période de stagnation. Et là, des nouvelles percées font en sorte que les machines, des robots, des ordinateurs arrivent à exécuter des tâches vraiment de façon très impressionnante et même de façon largement supérieure à ce que les êtres humains sont capables de faire. Donc, certains craignent que lorsqu'on conjugue ça à la puissance toujours plus grande des ordinateurs, en leur puissance des calculs, que la conjonction d'ordinateurs plus puissants et de ces avancées fera en sorte qu'on pourrait arriver à des formes d'intelligence artificielle autonomes et qui nous dépasseraient par rapport à plein de capacités que l'on a. Hein? Donc, il y a des gens très sérieux qui pensent qu'il faut se méfier de cette possibilité-là. Vous en pensez quoi? Moi, pour l'instant, à la lumière de ma compréhension de l'état de la science aujourd'hui, je pense pas que ce soit les principaux risques auxquels on fait face. Donc, il y a d'autres risques, mais pour l'instant, je ne vois pas comment la technologie que l'on a maintenant mènerait à une forme d'intelligence artificielle générale, c'est-à-dire non pas des intelligences artificielles très, très bonnes pour jouer aux échecs ou pour conduire une voiture, mais être capable d'appréhender la totalité des problèmes auxquels on est confronté dans une vie normale. Ouais. C'est difficile de voir comment on arrive là à partir de la technologie qui existe aujourd'hui. Donc pour moi, ça, c'est pas qu'on peut prouver que ça n'arrivera pas, mais c'est qu'on n'a pas de bonnes raisons de croire qu'on pourrait arriver à des formes de super intelligence artificielle sur la base des développements récents. Donc je pense que c'est très intéressant, très stimulant de penser à cette possibilité. Comment on réagit s'il y a des robots ultra intelligents qui sont beaucoup meilleurs que nous, qui sont plus puissants, plus intelligents. Mais pour l'instant, là, on est dans l'ordre de la science-fiction, puis autant on peut y penser, autant c'est pas ça qui devra occuper le meilleur de nos énergies lorsqu'il est question de réfléchir aux enjeux éthiques de l'intelligence artificielle. Il y a quand même plusieurs questions qui se posent. Si je vous posais à vous la question, quels sont les grands enjeux sur lesquels vous vous penchez actuellement concernant l'intelligence artificielle? Oui, il y a plusieurs risques éthiques qui ne sont pas aussi impressionnants que celui de robots plus intelligents que les humains, mais qui sont quand même sérieux, puis qui concernent aussi la question de la sécurité des systèmes d'intelligence artificielle. Hein. Donc là, on a affaire à ce qui a permis les dernières percées, c'est lié à ce qu'on appelle souvent le machine learning. Hein. Donc, ce sont des machines qui apprennent de façon autonome, qui sont capables de traiter des données, souvent massives, et qui, en analysant des données, donc arrivent souvent à remonter en généralité, puis à être capable, par exemple, d'identifier des visages ou à établir des modèles ou des régularités. Ouais. Et ça de façon autonome. Donc, c'est à la fois très, 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 très intéressant et impressionnant d'un point de vue technologique, mais ça soulève des problèmes que là, on a affaire à des machines qui traitent des informations et qui peuvent prendre des décisions de façon autonome, sans supervision humaine. Hein. Donc là, même si ces machines et ces algorithmes, par exemple, peuvent être assez exacts, il y a toujours le risque de défaillance, d'erreur. Mais qu'est-ce qu'on va faire lorsque des machines alimentées par des systèmes d'intelligence artificielle vont prendre de mauvaises décisions, vont faire des erreurs, lorsqu'il va y avoir des défaillances dans la technologie? Le risque zéro n'existe pas. Donc là, on sait que si on prend notre voiture, on conduit, s'il y a un accident, on dit, bon, l'erreur est humaine, ça fait partie des risques. Est-ce qu'on est prêt, quel genre de risque on est prêt à tolérer lorsqu'il s'agit de machines qui prennent les décisions par elles-mêmes, à la lumière de leur compréhension du monde? Les standards sont généralement plus élevés lorsqu'il s'agit de produits qu'on met sur le marché. Donc là, il faut savoir ce qu'on fait par rapport à ces risques sur le plan de la sécurité. Et il y a un problème, un des enjeux, c'est celui de la transparence. Comment la machine est-elle arrivée à sa décision? Il y a un algorithme qui a traité une grande quantité d'informations. On les compare souvent à des boîtes noires. Certains doutent si c'est juste une bonne métaphore, mais en tout cas, il y a une certaine opacité. Si on met ce genre de produit-là sur le marché, il faut aussi être capable de rendre des comptes. C'est-à-dire, s'il y a eu cette décision-là qui a entraîné des préjudices pour quelqu'un, il faut savoir pourquoi la machine a pris cette décision-là et qu'est-ce qu'on fait pour se prémunir contre ces risques. Et pour l'instant, c'est pas évident qu'on est capable de bien faire ça. Mais est-ce que vous imaginez un moment où il faudra
exercer un contrôle sur ceux et celles, les développeurs ou les grandes compagnies qui créent ces algorithmes-là? Tout à fait. Je pense que sur le plan de la régulation, là, sur le plan des lois dont on a besoin, des règles, il faut revoir au fond les règles qui existent déjà pour s'assurer que les risques sont réduits vraiment le plus possible et qu'on est capable aussi qu'il y ait une certaine imputabilité. Hein. Il y a des compagnies qui mettent des produits sur le marché, qui veulent évidemment faire des profits avec ça, puis ils doivent répondre à un critère, un principe qu'on appelle souvent celui de diligence raisonnable, c'est-à-dire qu'est-ce que vous avez fait pour minimiser les risques et êtes-vous capable d'expliquer la défaillance ou l'erreur, puis est-ce qu'on est capable d'identifier à qui revient la responsabilité. Est-ce que ça vient, est-ce que c'est celui qui a conçu l'algorithme, à son utilisation? Donc pour l'instant, ça, il y a une grande opacité, puis ça c'est clairement un des enjeux éthiques les plus préoccupants. Ouais. Et ça va prendre, j'imagine, une concertation, parce que si on se pose la question avec Facebook, qui contrôle un fil de nouvelles, ça reste important, mais ça demeure limité comme impact. Ouais. Je présume que là, tous les pays devraient d'une façon ou d'une autre se concerter. Est-ce qu'on peut imaginer un système de ce genre-là? Ce serait l'idéal, évidemment, étant donné que, entre autres, vous avez mentionné le cas des médias sociaux qui ne respectent pas les frontières nationales en général. Donc, ce qui se passe en Russie, par exemple, va avoir un impact un peu partout ailleurs, comme on l'a vu. Donc, effectivement, une concertation internationale serait souhaitable. Entre autres pour réguler l'utilisation de certains systèmes d'intelligence artificielle, que ce soit des armes autonomes, létales et ainsi de suite. Mais on sait qu'on ne peut pas attendre non plus simplement qu'il y ait une concertation et des consensus internationaux. C'est souvent trop long et souvent c'est pas possible de les atteindre. Donc je pense que chaque juridiction, chaque pays doit se donner ses propres règles pour encadrer l'utilisation de ces technologies. Ouais. On pense le futur. Il y a Luc Huard qui nous pose une question un peu futuriste, justement, qui nous demande, est-ce qu'on doit envisager un jour où les robots auront un genre, auront des sentiments un peu comme nous tous? Autrement dit, est-ce qu'on peut prévoir un jour où les robots deviendront, d'une façon ou d'une autre, des citoyens comme les autres? Et si oui, est-ce qu'il faudrait leur reconnaître des droits comme ceux qu'on reconnaît aux êtres humains ou aux animaux? Plusieurs pensent aussi à cette analogie. C'est une très bonne question. Évidemment, pour l'instant, j'ai des réflexions à offrir là-dessus, mais la commission ne s'est pas penchée sur ce genre de questions-là pour l'instant. Mais on a clairement tendance à anthropomorphiser, à attribuer à ces machines, surtout si elles prennent la forme de robots, Android, on a normalement tendance à les traiter comme s'il s'agissait d'êtres humains avec une vie mentale, avec une vie émotionnelle et ainsi de suite. Moi, je pense que ça peut avoir des effets indésirables d'attribuer une vie mentale à des formes d'intelligence artificielle qui sont au final des machines qui accomplissent des tâches impressionnantes, mais qui restent des machines. Pour l'instant, on parle essentiellement d'algorithmes qui sont capables de traiter des grandes quantités d'informations et d'apprendre sur la base de leur observation du monde. Il n'y a rien qui laisse entendre que, par exemple, qu'on pourrait créer quelque chose comme des émotions d'un point de vue artificiel. Les émotions, ce sont des réactions d'abord biologiques qui sont liées à notre rapport à l'environnement et qui nous disposent à agir de différentes façons. Pour l'instant, on peut programmer des machines pour qu'elles prétendent avoir des sentiments, des émotions, des affects, mais on n'est que dans le jeu. C'est-à-dire que on n'a absolument rien qui nous laisse penser que quelque chose comme des véritables émotions pourrait émerger de machines et encore moins quelque chose comme une véritable conscience, comme la conscience humaine. Encore là, on peut programmer un robot pour qu'il soit capable de s'auto-représenter dans l'espace, et ainsi de suite. Mais on n'arrive même pas d'un point de vue philosophique et scientifique à comprendre comment la conscience humaine a émergé de notre biologie. Donc, pour l'instant, on n'a rien qui nous permet de penser, il y a un moment dans la progression de la science, il va y avoir des robots conscients qui vont ressentir des émotions et qui, à ce titre, devraient... Si un agent peut souffrir, je pense qu'il faut lui reconnaître des droits, comme c'est le cas pour les animaux. Mais pour l'instant, la souffrance des machines, pour moi, on n'a rien qui nous laisse penser qu'on se dirige vers ça ou que c'est c'est une perspective à moyen terme sérieuse. Vous avez sans doute entendu parler de l'Arabie Saoudite qui a fait
certains disent un coup de pub, d'autres un pas en avant peut-être, en reconnaissant la citoyenneté d'une robot, d'un androïde nommé Sophia. Ça a laissé bien des gens perplexes, mais ça soulève quand même une question intéressante. Est-ce qu'un jour, un robot capable d'exécuter des tâches, même sans émotion, va devoir être considéré quand même comme un citoyen si, par exemple, il occupe un emploi, s'il exécute donc des tâches précises, mais qui n'est pas un humain à part entière? Comment est-ce qu'on départage ça? Oui, pour l'instant, c'est clair que ces agents artificiels devraient avoir des devoirs, en tout cas. C'est-à-dire qu'ils vont interagir avec des êtres humains qui, eux, on est tous vulnérables comme êtres humains. Donc, il va y avoir des obligations par rapport à ceux qui utilisent ces technologies. Mais pour les raisons que je viens de dire, il n'y a rien qui nous permet de penser qu'on aurait vraiment une réalité là, analogue à celle de la vie humaine ou de la vie biologique. Donc, pour moi, je résiste un peu à l'analogie avec les animaux. Les animaux ont des systèmes nerveux, ils peuvent souffrir, ils ont des désirs, et ainsi de suite. Il n'y a rien qui nous permet d'attribuer ça aux robots présentement. Je pense qu'il faut plutôt réfléchir à comment encadrer leurs usages, parce que c'est vrai qu'ils vont prendre toujours une plus grande place dans nos vies, y compris effectivement dans le monde du travail et aussi dans notre vie privée. Ouais. Abordons la question des emplois. Il y a Patricia Bière, j'espère que je prononce bien votre nom, Bier ou Bière, qui parle donc de cette question-là, cette grande question des travailleurs qui seront peut-être un jour remplacés par des robots. Quelles tâches on remplace? Comment relocaliser ces employeurs, ces travailleurs-là plutôt? Est-ce que cette grande question-là vous inquiète ou si on va réussir à trouver une solution au bout du compte, vous pensez? Oui, non, il faut s'en préoccuper. D'ailleurs, à la Commission d'éthique en sciences et en technologie, c'est le premier dossier là, auquel on se consacre là, par rapport à l'intelligence artificielle. Donc, on y travaille présentement. On espère livrer quelque chose en 2018, là, un avis avec des analyses et peut-être des recommandations. Donc oui, c'est un sujet très sérieux. Je pense que les percées technologiques font en sorte qu'on va toujours avoir plus recours à des systèmes d'intelligence artificielle dans différents secteurs d'activité, et plus seulement dans le secteur manufacturier, ce qui était le cas pour les précédentes révolutions industrielles. Donc là, ce n'est pas seulement la force physique qu'on remplace, mais c'est aussi les capacités mentales, les capacités cognitives qui peuvent être déléguées à des formes d'intelligence artificielle. Donc ça veut dire que même dans les bureaux d'avocats, par exemple, une bonne partie de la recherche juridique étudier, analyser une grande quantité de documents. On commence déjà à avoir recours à des systèmes d'intelligence artificielle. Donc, ça touche maintenant des secteurs vraiment qui étaient épargnés jusqu'ici. Même, on parle souvent de robotique sociale maintenant, c'est-à-dire, entre autres, en Asie, au Japon, en Corée du Sud, où on confie à des robots des tâches liées aux soins, au care, là, par rapport avec des personnes vulnérables, que ce soit les enfants ou dans des centres d'hébergement de longue durée. Donc, effectivement, je pense que ça va toucher l'ensemble des secteurs d'activité et il faut envisager effectivement des pertes d'emplois. Je pense qu'il est trop tôt pour savoir les scénarios catastrophiques, genre 50% des emplois actuels vont disparaître. Ça, on ne sait tout simplement pas. Donc, je pense qu'il faut être méfiant par rapport à tous ceux qui ont des prédictions très ambitieuses par rapport à ça. On ne le sait pas pour l'instant, mais ce qu'on sait, c'est que ça va transformer à peu près l'ensemble des milieux d'emploi, que certains vont y perdre, effectivement. Ceux qui arrivent avec le moins de valeur ajoutée là, par rapport à ce que peuvent faire des algorithmes, par exemple. Mais pour une bonne partie d'entre nous aussi, c'est notre travail qui va changer parce qu'on va interagir encore plus avec des ordinateurs, avec des algorithmes, avec des robots. Donc, nos tâches, au fond, pourraient changer sans qu'il y ait des secteurs d'emploi qui disparaissent complètement dans certains cas. Notre tâche va changer. Donc, il faut s'y préparer dès maintenant. Qu'est-ce qu'on fait avec ceux qui vont perdre leur emploi et comment on prépare aussi les travailleurs de demain au fond, à tirer leur épingle du jeu dans un marché de l'emploi qui va être transformé par l'intelligence artificielle. Oui, parce que les études, même les plus alarmistes, généralement parlent d'une transformation du marché du travail, mais d'une transformation des tâches. Donc, l'intelligence artificielle qui puisse prendre en charge certaines tâches, mais pas nécessairement l'ensemble d'un métier ou d'une profession en soi.
Donc, vous êtes de cet avis-là que Oui. des tâches vont être prises en charge, mais pas complètement Tout à un fait. métier. Il y a quelques exceptions. Hein. Là, il y a beaucoup, beaucoup de travailleurs qui sont dans le transport aujourd'hui, hein, qui Ouais. conduisent des véhicules. Donc, pour eux, c'est vrai que dans 15 ans, 20 ans, combien de personnes vont pouvoir travailler à conduire des taxis ou des camions? Ça, c'est beaucoup moins évident qu'il va rester beaucoup de travail dans ce secteur-là. Mais dans la plupart des autres secteurs, je pense qu'il va y avoir une reconfiguration des tâches, puis on va travailler avec des machines. J'aimerais vous soumettre quelques cas concrets, des questions éthiques qui font déjà jaser, même si on parle de projets qui nous mènent dans sans doute plusieurs années. La question de la voiture autonome. On sait que, donc, dans un monde futuriste, on aurait une voiture qui est complètement autonome. Par exemple, j'y prends place, je suis sur l'autoroute, et là arrive une situation moins probable avec une voiture autonome en principe, mais donc une situation d'accident potentiel. Qu'est-ce qu'on fait avec cet algorithme-là qui contrôle la voiture autonome? Est-ce qu'on priorise le passager du véhicule, l'occupant si on veut, ou celui ou celle qui se trouve dans l'autre véhicule? Est-ce qu'on sent qu'on prend une direction dans la réflexion éthique à ce sujet-là? Oui, oui. C'est une très bonne question. Puis ça exigerait vraiment un travail d'analyse en bonne et due forme, la soutenue. Mais bon, quelques-unes de mes intuitions sur cette question-là. C'est certain qu'on pourrait dire, d'un point de vue éthique, donc il faudrait appliquer une théorie éthique générale, hein, une théorie éthique très, très commune, c'est la théorie qu'on appelle utilitariste, qui nous dit qu'au fond, chacune des décisions, des actions devrait avoir pour effet de maximiser le bien-être pour le plus grand nombre. Donc, qu'est-ce qui rend une action éthique? C'est celle qui maximise le bien-être pour le plus grand nombre. Si on applique cette théorie-là, on se dit, bien, il faut sauver le plus de personnes possible ou faire en sorte que les préjudices soient les plus petits possibles, y compris, donc, si c'est que la vie, par exemple, du conducteur qu'il faut sacrifier pour sauver la vie de 5 enfants, par exemple, bien, d'un point de vue, disons, impersonnel, détaché, on se dirait, bien, il faut sauver les 5 enfants, quitte à sacrifier la vie du conducteur. Ouais. Évidemment, ça, c'est de façon, disons, abstraite. D'un point de vue plus situé, présentement, un conducteur va avoir tendance à penser à sa propre survie, hein, dans les décisions qu'il prend. À l'heure actuelle, c'est le cas, disons, sur les routes. Là, même. Surtout quand ça presse, qu'il faut prendre une décision rapidement. Puis souvent, c'est pas une décision rationnelle aussi, hein, ce sont les purs instincts. Mais je pense qu'on pourrait en tout cas réfléchir à la possibilité de dire, bon, si vous utilisez une voiture personnelle, on sait qu'avec les voitures autonomes, les risques d'accident sont beaucoup moins grands, mais les risques zéro n'existent pas. Donc, si vous acceptez d'utiliser un tel mode de transport, ça vient avec des risques et ça pourrait être même de sacrifier donc la vie de la personne qui y prend place si la situation l'exige. Hein, au même titre que si on prend un train ou un avion, maintenant on sait que c'est pas nous qui sommes en contrôle et que ça vient avec des risques. Donc, on pourrait peut-être s'engager dans une piste de ce genre-là. Ouais. Et donc, on pourrait penser qu'un véhicule complètement autonome pourrait savoir qui se trouve à l'intérieur du véhicule en question, qui est dans l'autre véhicule en face, et que ce calcul-là pourrait se faire en quelques millisecondes. Là, ouais. Tout à fait, tout à fait. Donc, c'est vrai que ça peut aller très loin là, si on prend aussi dans les données l'âge des personnes, des parties présentes, leur état de santé, tout ça, c'est assez étourdissant comme possibilité. Mais peut-être qu'on pourrait en arriver à des paramètres un peu moins complexes. C'est une question qui va devoir être étudiée vraiment en profondeur. Un autre cas un peu dans le concret, le cas d'un médecin, par exemple. On sait que l'intelligence artificielle, dès maintenant, permet de mieux détecter certaines maladies, que ce soit des cancers ou d'autres maladies. Est-ce qu'à votre avis, on va toujours devoir se fier à l'avis d'un médecin humain pour prendre une décision? Et est-ce que les patients vont être prêts éventuellement à se fier à l'avis d'une machine qui, elle, a sans doute un savoir spécifique beaucoup plus grand qu'un médecin de 40 ans de carrière? Mais donc, comment faire confiance à une machine ou plutôt à un médecin? C'est une bonne question. Hein. Ces machines peuvent avoir accès, par exemple, à l'ensemble de la littérature scientifique sur une question donnée et traiter des milliers d'articles scientifiques. Donc, effectivement, c'est un savoir encyclopédique.
Mais j'ose espérer qu'on va toujours penser que le jugement d'un professionnel, d'une personne humaine qualifiée va être nécessaire, ne serait-ce que pour valider le diagnostic, par exemple, ou le plan de traitement établi par l'algorithme. Ouais. Pour l'instant, en tout cas, c'est clair qu'on a besoin de ça. Puis, ce qui est encourageant, c'est que justement, là, on a deux regards maintenant. On a celui de la machine qui analyse des données. Et celui d'une personne humaine qui est habituée aussi à faire face à ce qui est plus singulier, à ce qui est inédit. Chaque patient est différent. Puis ça, ce que les machines n'arrivent pas bien à faire, c'est justement ce qu'il y a d'inédit, ce qu'il y a d'original, de singulier dans l'expérience humaine. Les algorithmes ne sont pas conçus pour bien comprendre ce qui est plus unique, ce qui n'est pas dans la moyenne, dans les modèles. Donc pour l'instant, les bénéfices viennent, je pense, de l'interaction entre l'humain et la machine. Et j'ose espérer qu'on va toujours vouloir avoir un professionnel de la santé qui est là pour valider le constat de la machine et en discutant avec le patient, trouver le traitement approprié. Ouais. Donc pour moi, je pense qu'on se dirige plus vers là, du moins à moyen terme. À très long terme, je ne sais pas, mais pour l'instant, je pense qu'on a encore besoin de nos professionnels de la santé. Donc les machines davantage comme une aide à la décision qu'une... Comme ce que preneur devraient de être les décision. technologies. Ouais. C'est pour ça qu'il ne faut pas trop les anthropomorphiser non plus. Ce sont des technologies extrêmement puissantes, mais qui doivent servir nos intérêts et qui doivent être utilisées, justement, traitées par des intelligences humaines. Pour l'instant, on demeure dans ce même rapport aux technologies qu'on a toujours eu, au fond. Ouais. La même chose pour un juge, parce qu'on sait que dans le domaine judiciaire, l'intelligence artificielle pourrait faciliter la contre-vérification de certains faits, la prise en compte de certains faits aussi. Il y aura toujours besoin d'un juge, à votre avis, pour trancher? Oui. Puis c'est très, très, très important. Entre autres, je ne l'ai pas mentionné tout à l'heure, mais un des enjeux éthiques de l'intelligence artificielle, là, c'est qu'il y a souvent ce qu'on appelle des biais ou des sortes de préjugés dans le fonctionnement des algorithmes même. Parce que les algorithmes, au fond, traitent des données sur la réalité, telle qu'elle est. La réalité n'est pas parfaitement juste. On ne vit pas dans un monde parfaitement juste. Donc, souvent, les algorithmes en particulier, qui vont faire des prédictions sur, par exemple, les dangers de récidive chez quelqu'un qui a été condamné, par exemple, au criminel, va traiter les données disponibles. Puis, on sait qu'il y a plus de profilage dans certaines communautés, que certaines populations sont surreprésentées dans les prisons, et ainsi de suite. Donc, il y a ces genres de biais discriminatoires-là font partie du fonctionnement de plusieurs algorithmes maintenant. Puis ça, on peut demander à ceux qui conçoivent les algorithmes d'essayer de les corriger, mais on a besoin aussi d'autres garde-fous pour voir si les résultats ne sont pas eux-mêmes discriminatoires. Donc oui, on a encore besoin de juges, entre autres. Puis une perspective qui est inquiétante aussi, c'est qu'il y a des algorithmes qui fonctionnent avec des caméras qui sont extrêmement précises et puissantes. Et certains nous disent maintenant que les algorithmes peuvent identifier des émotions qui sont vécues par des personnes, sans même faire parler la personne en question. Donc, certains pourraient dire, mais là, on peut savoir s'il y a culpabilité ou non. Mensonge. Exactement. Mais ça, c'est extrêmement dangereux, parce que même si on arrive à identifier la bonne émotion, qu'est-ce qu'on va inférer qu'on se ressent, qu'on soit anxieux à un certain moment, qu'on ait peur, et ainsi de suite. Qu'est-ce qu'on infère de ça? Ça reste extrêmement spéculatif. Donc, il faut faire très attention de ne pas, encore là, déléguer tout simplement ce genre de jugement-là à des machines. Les humains sont imparfaits aussi. On sait que les juges, quand vient le temps c'est juste avant l'heure du dîner, on sait qu'ils sont plus sévères habituellement, qu'ils condamnent devant. Absolument, c'est prouvé là, très clairement. Donc, il y a des biais aussi. Mais bon, ça, il faut en prendre conscience et tenter de les corriger. Et aussi, on est tous faillibles. Donc, ça, c'est quelque chose qu'on accepte dans nos rapports les uns avec les autres. Il y a Jean-Marcel Chaput qui nous pose une question intéressante. Évidemment, ça dépend du type de robot, mais est-ce qu'on a évalué ou est-ce qu'on devra évaluer l'impact environnemental de la création de robots comme ça à court, moyen, long terme? On imagine bien sûr des humanoïdes faits de métal et plein de métaux précieux, là, un peu comme un... En tout cas, j'imagine ça comme ça, une espèce d'iPhone géant, mais ça peut prendre plein de formes. Est-ce que vous pensez qu'un jour, on devra penser à cette variable-là dans notre développement technologique? Je pense que oui, c'est une bonne question. J'y avais pas réfléchi encore. Tout l'enjeu autour de l'obsolescence programmée doit être pris en considération. Donc ça, c'est effectivement c'est un problème extrêmement
grave là, dans notre rapport aux nouvelles technologies, en particulier les technologies de l'information et de la communication. Donc ça, c'est vrai. D'autre part, l'intelligence artificielle, c'est beaucoup aujourd'hui, au fond, des ordinateurs, des programmes, des logiciels qui eux-mêmes reposent sur des algorithmes. Donc là, on n'a pas besoin, en termes de point de vue de la matière utilisée, puis on a besoin du nuage aussi, d'espace virtuel. Donc là, c'est possible aussi de penser à un moins grand impact sur l'environnement en utilisant donc des formes, des technologies qui exigent très peu de matière, qui n'exigent pas des infrastructures matérielles très importantes. Donc là, il y a des gains aussi possiblement à faire de ce côté-là. Et à moi, je me trompe, c'est davantage vers ça qu'on se dirige. Les derniers développements, effectivement, c'est ça. On a vraiment affaire à des algorithmes très intelligents qui, en les supervisant un peu ou beaucoup, arrivent à apprendre d'eux-mêmes, à se transformer à la lumière de l'évolution de la réalité. Donc ça, c'est dématérialisé au fond. Puis les données utilisées sont des données numériques. Donc effectivement, on n'est pas dans des infrastructures matérielles. J'en comprends que vous avez beaucoup de plans sur la planche parce que, évidemment, vous n'avez pas toutes les réponses, c'est normal. Il y a plein de questions qui surgissent et qui vont continuer de surgir. Ouais. En terminant, pourriez-vous me dire où se place Montréal dans cette réflexion éthique-là? Parce qu'on sait qu'on parle de Montréal comme un pôle en termes de développement technologique, mais est-ce que Montréal peut devenir, selon vous, un pôle en termes de réflexion éthique sur l'intelligence artificielle? Je pense qu'on doit le souhaiter. Ça devrait faire partie de nos objectifs présentement. Pour l'instant, je ne peux pas dire que sur le plan de la réflexion éthique et philosophique et juridique sur l'intelligence artificielle, qu'on a une masse de chercheurs qui travaillent depuis longtemps. Donc, je ne pense pas que ce soit le cas, sauf qu'on a tout ce qu'il faut au Québec pour devenir des leaders dans le domaine, en ce sens qu'il y a déjà une communauté de chercheurs en éthique, en philosophie, en droit, en sciences humaines et sociales en général, extrêmement dynamiques, qui peuvent se saisir de ces nouvelles questions. Et je pense qu'on a une responsabilité collective. Bon, oui, on met sur le développement technoscientifique de l'intelligence artificielle, puis on veut qu'il y ait des laboratoires performants au Québec, à Montréal en particulier, des jeunes pousses qui se greffent à ces laboratoires. Et en parallèle, je pense qu'il faut qu'on veuille aussi qu'il y ait un accompagnement sur le plan des sciences humaines et sociales pour réfléchir aux enjeux sociaux, politiques, juridiques et éthiques de l'intelligence artificielle. Donc, on est bien positionné. Sur le plan un de nos atouts, c'est que les chercheurs eux-mêmes en intelligence artificielle sont déjà d'accord avec cette orientation-là, donc sont conscients des risques éthiques pour la plupart et veulent qu'on mène tout de suite de front cette réflexion sur l'éthique de l'intelligence artificielle. Et les décideurs, dans la stratégie, par exemple, du gouvernement du Québec présentement, il y a une partie des fonds alloués à la recherche et développement en intelligence artificielle qui doit être consacrée aux enjeux éthiques, sociopolitiques et juridiques. Donc, je pense qu'on est sur la bonne voie, mais il faut absolument qu'il y ait un leadership sur le plan de la réflexion éthique qui accompagne le développement technoscientifique. Mais est-ce que vous craignez que le développement technologique prenne trop d'avance sur la réflexion éthique et qu'à un moment donné, comme certains le craignent, on perd le contrôle sur le développement technologique? Oui, c'est souvent le cas. Pour les éthiciens comme moi, c'est un peu notre sort. On a souvent l'impression que l'éthicien est en train d'attacher ses lacets pendant que les scientifiques sont déjà au fil d'arrivée. Mais ça ne veut pas dire qu'on doit renoncer à une réflexion et à un encadrement éthique de ces développements. Pour l'instant, il n'est pas trop tard. On fait beaucoup de prédictions sur le court, le moyen et le long terme. Mais pour l'instant, par exemple, sur le marché de l'emploi n'a pas été encore révolutionné par l'intelligence artificielle. Donc, c'est le temps d'y penser maintenant pour voir qu'est-ce qu'on fait avec ceux qui vont se retrouver sur les lignes de côté et comment on prépare la nouvelle génération à œuvrer dans ce nouvel environnement. Il n'est pas du tout trop tard pour ça. Il faut le faire dès maintenant. Ouais. Jocelyn McClure, vous êtes professeur de philosophie à l'Université Laval et président, toujours le cas, de la Commission de l'éthique en sciences et en technologie. Merci d'avoir pris le temps de passer nous voir au devoir et je suis sûr qu'on va pouvoir vous réinviter parce que des questions, il y en aura sûrement d'autres dans les prochaines années. Au plaisir. C'est un plaisir. Merci beaucoup. Merci.